Alors voilà, bon, bah, Myriam, à toi la parole. Bonsoir à toutes et à tous déjà. Bonsoir Igor. Je suis Bonsoir. vraiment ravie et honorée d'être là ce soir pour cette webconférence de grande valeur parce que on parle de deux sujets qui sont vraiment, qui me tiennent à cœur et qui sont les piliers de chacun de nous, donc la santé et le bien-être. Grâce à ton expertise et tes connaissances et ta contribution ce soir, un grand merci donc pour ça et bienvenue à tous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bah, bonsoir à tout le monde. Je suis honoré d'être invité par Myriam. Donc peut-être une petite présentation. Je suis le docteur Igor Martinec. Je suis chirurgien gynécologue spécialisé en endométriose, mais également dans la santé globale de la femme, puisque l'idée c'est de tenir compte de tous les éléments physiques, émotionnels, hormonaux, enfin, l'ensemble. Je suis basé en Suisse, à Montreux. Je suis cofondateur de Clinique Suisse Montreux, qui est une clinique, la première clinique entièrement dédiée à la femme en Suisse. Nous avons toutes les approches possibles, allant de la naturopathie à la chirurgie, à l'accompagnement, et puis aussi au mieux vivre, à tout ce qui est médecine préventive, et puis les approches également naturelles. Et c'est pour ça que je suis très content d'être ton invité ce soir, Myriam. Merci beaucoup. Alors, je me présente à mon tour. Je suis Myriam Bourdonnais-Lalaoui. Je suis naturopathe et coach d'épanouissement. Donc, je suis naturopathe praticienne et coach d'épanouissement. Je fais ces deux formations avec d'autres formations comme l'aromathérapie, la réflexologie plantaire, le décodage biologique et émotionnel et dernièrement, la formation de brénologie sur les neurosciences de David Lefrançois. Toutes ces formations, ils sont alignés. C'est vraiment pour un objectif seul et unique, c'est la santé et le bien-être. La santé a toujours été un sujet préoccupant pour moi, car j'ai côtoyé des gens malades, des gens qui ont souffert de la maladie et que la maladie les a achevés. Et pour moi, j'ai gardé dans ma tête que la notion et la valeur de la santé est majeure, est principale et capitale. Donc, on fait tout pour la préserver et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, concrètement, j'ai commencé à m'intéresser à la naturopathie en 2012 quand j'ai appris que j'ai l'endométriose. J'avais des frustrations par rapport à cette maladie parce que je ne comprenais pas la cause. Et on sait qu'on ne connaît pas la cause, on ne peut pas solutionner un problème. Et elle est récidivante. C'était encore plus frustrant pour moi. Donc, il fallait que je trouve des réponses. La médecine allopathique m'a permis déjà, avec l'intervention chirurgicale, ils ont enlevé ce qu'il fallait enlever, c'était propre, c'était très bien, mais il fallait quand même les réponses pour la suite, que je deviens acteur principal donc de ma santé. Et la voie qui m'a qui m'a apporté ces réponses, c'est la naturopathie. C'est une approche holistique, c'est-à-dire globale. Il va considérer la personne dans son ensemble, un ensemble cohérent, où il y a toutes les dimensions. Il y a la dimension physique, émotionnelle, énergétique, relationnelle et spirituelle. Et pour résumer, je vais finir cette introduction par une phrase de Platon qui a dit « On ne guérit pas une partie, on soigne le tout ». Donc, l'enjeu majeur de la naturopathie, c'est la prévention. C'est la prévention, c'est le maintien de l'équilibre, le maintien de la santé. Et ça, on se sert de l'abondance de la nature avec tous les outils, toutes les ressources de la nature. Et Dieu sait qu'il y en a tellement, elle est généreuse avec nous, et les ressources de la personne. Et c'est pour ça que j'ai complété avec la formation de coaching pour vraiment y aller au-delà, y aller plus loin dans les émotions et l'impact qu'on va y arriver après, l'impact des émotions sur notre santé, de comprendre nos peurs, comprendre nos croyances et nos freins, ce qui nous bloque, les blessures,
et après transformer tout ça en moteur et transformer, même devenir cette personne épanouie, en bonne santé, en bonne vitalité et vivre pleinement et sereinement. Voilà. Magnifique, super. Merci. C'est vrai que peut-être juste pour aussi un peu en guise d'introduction, bon, moi voilà, je suis médecin, je suis chirurgien et c'est vrai que bah, la médecine elle-même, on passe par voilà, une forme d'apprentissage, hein, si on peut dire formatage quand même quelque part, où eh bien, on va beaucoup se focaliser sur les signes et les symptômes. Et on va traiter les signes et les symptômes, mais on ne va pas penser à aller chercher l'origine même. Hein. Par exemple, je donne un élément tout bête, des brûlures d'estomac, on n'est pas bien. Bon, qu'est-ce qu'on va donner? On va donner un antiacide, on va donner quelque chose contre. Et peut-être que c'est parce que la personne est stressée ou qu'il y a un élément, et donc elle va produire plus d'acidité. Alors, traitement ponctuel peut être utile. Même exemple, des lombalgies, des maux de dos initial, hein, avant qu'on ait des hernies ou des problèmes comme ça. On va avoir un dos bloqué, hein, le dos, c'est la colonne qui soutient, et on va faire une infiltration, on va donner alors c'est peut-être nécessaire sur le moment, mais c'est des choses qui reviennent, et souvent c'est parce que l'élément de base profond n'est pas résolu. Et encore un dernier exemple finalement aussi, il y en a tellement, mais puisqu'on va aborder ça ce soir hein, avec l'endométriose, je présenterai un peu plus en détail cette maladie inflammatoire présente chez la femme, qui est finalement, dont les symptômes principaux sont des douleurs de règles insupportables, l'impossibilité d'avoir des rapports où les rapports sont douloureux. Enfin, tu l'as eu, donc tu sais ce que c'est. Eh bien, c'est souvent lié, quand on va vraiment beaucoup plus profond, à des blocages. Et ça, je le voyais, pourquoi est-ce qu'il y a des personnes où je peux opérer une fois et c'est parti, et d'autres où ça va revenir de manière récurrente, Ouais. parce que le problème initial de base, souvent blocage émotionnel, les autres choses, n'est pas résolu. Exactement. Absolument. Donc voilà, alors je crois que on voulait parler de l'impact de l'émotionnel sur notre santé. Comment est-ce que tu définirais ça? Oh oui, et quel sujet. Alors, je vais commencer par la célèbre phrase de Voltaire qui a dit: J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Mm-hmm. Et c'est tellement vrai. Il y a deux notions dans cette phrase super intéressantes. Il y a la notion j'ai décidé. Ça peut être une décision et c'est bon pour la santé. Et ça, apparemment, là, on l'a compris à force des recherches, quelles que soient dans les neurosciences, justement, la psychologie et la science tout court. L'impact réel, incontestable, indéniable de l'état émotionnel sur notre santé. Nous sommes des êtres d'émotion. Et aussi, il y a un de mes mentors qui dit la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos émotions. Et c'est tellement vrai. Tout le monde l'a expérimenté, les enfants comme les adultes. Qu'on n'est pas bien, on mange pas bien, on dort pas bien, on n'a pas de vitalité, on est malade à la fin. Donc, et ça, tout le monde l'a expérimenté. Maintenant, concrètement, comment ça se passe? On sait que maintenant que le système nerveux, le système endocrinien et le système immunitaire, ils communiquent entre eux. Ça veut dire que il y a un message, quel que soit, si la personne, par exemple, elle est dans un état émotionnel bas, c'est-à-dire quel que soit le stress, colère, choc émotionnel, anxiété, etc., elle va envoyer un message au système endocrinien. Il y aura une hormone qui nous intéresse beaucoup maintenant, en ce moment, c'est le cortisol. Donc, le cortisol, tu as parlé d'acidité gastrique tout à l'heure, Igor. On sait que le cortisol, maintenant, il va altérer la muqueuse gastrique.
Mhm. et va agir sur la production de l'acide chlorhydrique de l'estomac, normalement qui fait pour digérer tout ce qui est protéines, particulièrement les viandes. Donc, ça va être une production inappropriée, donc trop ou pas assez, c'est-à-dire il va perturber la digestion. Au niveau hormonal, il y a cette cortisol toujours qui va inonder le corps parce qu'il y a un stress continu, donc ce qu'on appelle stress chronique. Cette cortisol, il va être en jet continu, donc il va inonder le corps. Ça va bloquer la digestion parce que la digestion, il demande beaucoup d'énergie. Et l'énergie, il va y aller, il va se focaliser, le corps, il va se focaliser sur gérer cette émotion. Concrètement, le cortisol, il va attaquer le thymus, qui est une glande endocrinienne, qui est responsable en grande partie de la fabrication et la libération des lymphocytes, c'est des globules blancs, donc qui sont très actifs pour le système immunitaire. Donc, on va se trouver avec un système immunitaire défaillant, affaibli, donc des maladies infectieuses à répétition, des maladies auto-immunes et des cancers. On va se trouver avec des acides gastriques en augmentation, une augmentation de glucose, une augmentation des lipides qui peut provoquer à long terme des maladies cardiovasculaires, diabète type 2, obésité viscérale et obésité tout court. Donc, ça va agir sur le comportement de la personne avec un cortisol très élevé à un taux très haut dans le corps. On ne va pas bien dormir parce que la sérotonine, elle est touchée et donc la mélatonine aussi, l'hormone du sommeil. Donc, la personne ne va pas bien dormir. Après, elle va sentir cette fatigue parce que le corps, il n'est pas régénéré pendant le sommeil. Il n'a pas récupéré ni physiquement ni psychologiquement. Donc, c'est un cercle infernal. Et après, c'est un cercle vicieux. C'est la cause et se mêle avec la conséquence. Et la personne, du coup, il perd tous ses moyens et du coup, il va être encore plus stressé et ça va faire encore créer des dégâts encore au niveau de sa santé et son physique. Alors que s'il est dans une émotion, un état émotionnel élevé avec des émotions positives, agréables, il y aura un surcroît d'énergie et ça va optimiser toutes les fonctions de son corps. Et ça, on le sent et c'est prouvé maintenant encore une fois, par la science, par les neurosciences et la psychologie. Donc, maintenant, on sait maintenant concrètement comment ça se passe. Comment gérer ces émotions? Parce que c'est bien de dire, voilà, il y a un problème, effectivement, mais comment gérer ces émotions? Moi, ce que j'appelle un kit de survie émotionnelle et mentale. Donc, on commence instantanément par un outil extraordinaire qui est la respiration. La respiration, ça va faire appel au système nerveux parasympathique. Donc, le système nerveux parasympathique, il va ramener le calme. C'est sa fonction, ça fait partie de ses fonctions. C'est ramener le calme, réguler le cœur. Donc, rassurer tout le corps, tout le système aussi endocrinien, de dire tout va bien. Avec la respiration, un corps qui remplit d'oxygène, c'est un corps qui a tous les outils, les ressources pour justement gérer les émotions. Donc, l'oxygène, la respiration, c'est efficace, c'est instantané et tout le monde a accès. La respiration. Après, on parle aussi de l'activité physique. Ça permet de libérer, de produire les deux hormones du bonheur. Donc, la dopamine et l'endorphine, ça régule pareil le rythme cardiaque, ça oxygène et ça permet aussi de relancer, redynamiser un peu le corps et se focaliser sur autre chose. Maintenant, on va parler aussi, je vous donne des ressources, des pépites comme ça. Parce que, encore une fois, j'espère qu'on arrive avec le timing à parler de tous les sujets, mais c'est tellement important. Après, il faut faire un travail de profondeur, on est d'accord? Parce que, voilà, c'est pour régler ou gérer ça instantanément, mais il faut quand même faire un travail. Pourquoi ces émotions? Pourquoi ça génère ça en moi, ces situations? Qu'est-ce qui n'est pas réglé? Qu'est-ce qui n'est pas guéri? Ces blessures qui reviennent à chaque fois. Donc, il faut faire une thérapie plus profonde avec un thérapeute, avec un coach, avec
peu importe, mais il faut y aller au-delà. Maintenant, c'est de prendre soin de soi, ça fait partie aussi des outils. C'est-à-dire de se connaître, de prendre le temps de se comprendre, de comprendre ses émotions sans les juger. De prendre conscience aussi de ses émotions. C'est aussi, OK, l'émotion, c'est une réaction à un stimuli, à un événement, à un choc, peu importe. C'est une perception aussi. Elle n'est pas objective. Ça peut être la création de mes pensées aussi. Parce que quelqu'un qui passe sa journée avec un monologue négatif de dire que j'ai pas de chance, je ne vais pas réussir, de toute façon, j'ai jamais réussi, c'est compliqué pour moi, etc. Ben, c'est quelqu'un qui tellement son monologue est négatif, il peut créer que des émotions négatives aussi. Donc, il faut vraiment faire attention à cela. Il y a aussi la gratitude. La gratitude, c'est aussi simple qu'elle soit, c'est un travail, c'est une pratique extraordinaire de se focaliser sur ce qu'on a déjà et pas sur ce qui nous manque, de se focaliser sur nos victoires, qu'on a relevé des challenges, qu'on a prouvé qu'on est capable de s'adapter, qu'on a cette capacité d'adaptation, etc. Ça élève l'estime de soi et ça peut que nous faire accéder à nos ressources pour justement trouver la solution, focaliser toute notre énergie sur la solution, sur l'opportunité et pas sur le problème et pas sur la contrainte. Et ça, c'est super important. D'ailleurs, à ce Après, il y a propos, la méditation, il y a la relaxation, il y a tellement d'outils, mais vraiment partir sur ça, de prendre soin de ses émotions, c'est prendre soin de soi-même et développer son amour propre. Développer son amour propre, son estime de soi, de constater sa responsabilité, mais pas la culpabilité, pas de s'accabler, de se maltraiter. Parce que voilà, c'est encore une fois, c'est une perception et c'est nos pensées qui peuvent créer nos émotions. Donc, on fait attention à nos pensées. bien sûr, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis, et donc moi c'est une de mes passions aussi, c'est comment le cerveau fonctionne. Et tu parlais de gratitude tout à l'heure. Donc, il y a eu des études très sérieuses qui ont été faites aussi avec des électroencéphalogrammes. Donc, c'est des électrodes qu'on place sur la surface de la tête. Hein. Le cerveau, les pensées ont des activités électriques. Hein. Maintenant, même avec l'intelligence artificielle, on arrive à commander des objets par la pensée déjà. Mais pour juste revenir sur la gratitude, en fait, il y avait eu, donc, il y a des ondes cérébrales qui vont justement avoir des effets dans le corps, les pensées, alors qui sont négatifs. On voit typiquement quand il y a des pensées négatives, c'est des ondes qui sont absolument pas en synchronicité, donc qui sont complètement déphasées. Et ce qu'ils ont pu voir, les ondes qui sont les plus pures, où il y a une synchronicité entre les deux hémisphères, c'est justement le moment où il y a de la gratitude. Qu'est-ce que c'est que la gratitude? Tu le mentionnais, mais c'est d'apprécier absolument ce qu'on a sur le moment, d'apprécier l'état de santé qu'on a, même si peut-être on aimerait l'améliorer. Mais c'est au moins on est là, on respire, voilà, et si on a la chance d'être en bonne santé, à la limite sans maladie, c'est déjà un des cadeaux les plus précieux. Mais ça peut être que ce soit sur des biens matériels ou des autres. Et finalement, cette synchronicité va permettre d'ouvrir l'esprit et la pensée à des choses qui sont plus grandes. On peut avoir beaucoup de gratitude pour ce qu'on a maintenant en ayant un but de dire j'aimerais qu'elle soit encore meilleure. Ça n'empêche pas. Mais ce qu'on a pu voir, c'est que dans ces états de pensée, ça a notamment été fait sur des électroencéphalogrammes avec des moines tibétains, où on a pu voir justement cette synchronicité. Donc, ce n'est pas un hasard. C'est avoir la gratitude, c'est pour soi-même, c'est une forme de médicament. Puis ensuite, comme tu dis, la respiration, on a tendance à amener le cerveau, il y a différentes ondes, alpha, bêta, theta, gamma. Et le alpha, c'est une onde de la créativité, c'est la première onde de relaxation. Et la respiration va amener en fait dans cette première onde. C'est assez intéressant puisqu'on parle, si tu
je permets, puisqu'on parle des ondes, je vais juste compléter ça avec une petite approche. Je vais partager mon écran. Je t'en prie, excellent, merci. Voilà. Donc ça, c'est juste une première approche. Tout le monde voit mon écran? Moi, je le vois. Oui, c'est tout Vous bon. voyez, très bien. Donc, c'est très schématisé, mais c'est la puissance de l'esprit. Où quand on mesure, c'est un peu comme l'électrocardiogramme, tout le monde connaît l'électrocardiogramme, on peut mesurer ça au niveau du cerveau. Et puis, on a les ondes alpha, ça c'est la respiration, d'accord? Quelqu'un qui est complètement stressé, voilà, négatif, ça va être des ondes bêta. Et ça, on sait qu'elles sont liées plus à générer dans le corps des déséquilibres, des problèmes. Et là, donc, c'est les ondes qu'on veut avoir le moins. Elles peuvent être utiles à un moment donné quand il faut donner un coup d'accélérateur, mais en permanence, ça va générer des maladies chroniques. Ensuite, maintenant, c'est prouvé, hein, la longévité, donc la longueur de notre vie, notre bien-être et l'absence de maladie. Donc à Harvard, ils ont sorti de nombreuses études, il y a d'autres aussi, où on montre que la méditation est importante. Alors, comment on médite, hein, il y a plein d'instructeurs, plein de façons de faire, mais en gros, l'idée, c'est qu'on arrive dans des ondes qui sont plus basses. Quand on a un sommeil récupérateur, on a des ondes qu'on appelle des ondes delta. Je vais juste déplacer. Voilà. On a des ondes delta qui sont ici. Et quand on est en méditation, c'est des ondes theta, qui sont presque des ondes quand on est inconscient. Donc l'inconscience. Mais c'est des états de récupération qui sont très profonds. Donc voilà, je voulais juste ajouter ça à ce que tu disais parce que j'amène la petite touche scientifique. Ah, c'est parfait, super. Ça montre bien, justement, parce que moi, j'aime pas la notion, justement, qu'on parle de médecine alternative. Il y a rien qui remplace quoi que ce soit. Chaque médecine a sa place et c'est complémentaire pour un seul intérêt, le bien-être, la santé de chacun. Donc c'est super. Merci. Je crois, s'il n'y a pas de questions, on va parler de l'endométriose. Alors peut-être ce qu'il faut pas hésiter, hein, souvent, Anastasia, qu'on n'a pas présenté, mais qui est dans les coulisses, hein, voilà, c'est ça. qui nous assistante ici à la clinique, qui nous aide avec. Bonsoir Anastasia. Bonsoir. Bonsoir, Anastasia. Donc elle va prendre un peu les questions. Donc soyez pas timide. Mettez vos questions. Il n'y a aucune question qui est bête, donc il faut la mettre si tout d'un coup il y a quelque chose qui n'est pas clair ou essayez d'avoir, quand vous posez la question, plutôt des questions générales qui vont bénéficier à l'ensemble du groupe. Ça, c'est important. Mais voilà, est-ce qu'il y a des questions, Anastasia? Non, pas encore. Pas de questions. D'accord, très bien. Donc, tu aimerais qu'on parle, enfin, le sujet suivant, c'est l'endométriose et la naturopathie. Est-ce que peut-être je commence déjà par introduire la maladie? Oui, je veux bien. Peut-être parler un petit peu, Ouais. qu'est-ce que c'est? Je vais peut-être parler des options et de la première ligne de traitement, parce que souvent, avec les symptômes d'endométriose, les femmes vont d'abord aller chez leur médecin ou leur gynécologue ou à l'hôpital. Et c'est une maladie dont on parle un petit peu plus, puisque président Macron, on a parlé en début d'année comme maladie d'importance nationale. Et voilà, il y a de plus en plus de gens qui savent ce que c'est, mais malheureusement, il y a encore certains médecins qui ne sont pas toujours au courant. Donc, je vais peut-être de nouveau juste un petit peu partager mon écran à ce propos. Hop, voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Donc, alors, on va parler de l'endométriose, qui est une maladie multifactorielle. Je parlerai après, ça veut dire qu'il y a
plusieurs facteurs qui sont impliqués. Donc là, bon, on voit l'image d'une femme qui se tient le bas du ventre. Donc, effectivement, c'est lié à une maladie inflammatoire et douloureuse pendant la période hormonale. Les règles, on verra, elles peuvent persister aussi un petit peu après la ménopause également. Donc, les symptômes de l'endométriose, généralement, c'est des douleurs pelviennes chroniques, donc des douleurs du bas du ventre au moment des règles. Ça peut être des douleurs avant, pendant, souvent c'est avant les règles, mais parfois ça peut être ensemble. Donc souvent ça présente avec des règles abondantes, la présence de caillots. Et puis dans les douleurs chroniques, on va avoir des douleurs qui peuvent être continuelles, des sensations de poignard ou de coups dans le bas-ventre. Ces douleurs, elles vont irradier dans le dos et les jambes. Est-ce que vous voyez mon pointeur sur l'écran? Oui. Oui. Vous le voyez, c'est très bien. Donc, il s'affiche, c'est très bien. Des douleurs qui vont aussi faire mal avant les règles ou proches, au moment, donc, avant d'aller à selle, avant d'aller aux toilettes, comme des coups de couteau qui font mal dans le bas à gauche, souvent, ou jusque vers l'anus, des grosses piques. On peut avoir des douleurs pendant les rapports, donc, où les rapports ne sont plus un moment de plaisir, mais de douleur. Et puis, donc, tous ces éléments vont causer des saignements anormaux. C'est aussi une maladie, on va voir après, je vais parler un petit peu de l'origine, mais je parle d'abord des signes et des symptômes, donc, qui vont causer des problèmes donc de fatigue chronique, qui vont faire des troubles intestinaux, diarrhée, constipation, des nausées, des vomissements. Et puis aussi, comme c'est une maladie inflammatoire, ces médiateurs de l'inflammation, ces petits messagers vont partir dans la circulation sanguine et pouvoir causer ces symptômes qu'on peut avoir avant les règles, qu'on appelle les symptômes prémenstruels, qui vont être encore plus forts avec des maux de tête, des crampes, des douleurs. Et puis, voilà, l'endométriose peut être asymptomatique. Ça, c'est vrai aussi, on a une certaine partie. L'endométriose, ça touche à peu près 25% des femmes. Donc, bon, il y a plusieurs théories. Je ne vais peut-être pas aller trop dans les détails, mais je vais peut-être prendre ce schéma parce qu'il est plus parlant. Donc, ici, c'est une coupe où voilà, vous avez le bassin, les fesses, l'avant, et on voit qu'il y a la vessie, l'utérus, donc c'est la cavité où les bébés grandissent, mais c'est aussi où il y a les règles, l'anus et le rectum. Eh bien, cette membrane qui saigne tous les mois, qui s'appelle l'endomètre, eh bien, dans certains cas, elle peut se retrouver à des endroits autres que dans l'utérus. Donc, elle peut se retrouver posée sur les trompes, donc ces tubes, si j'ose dire, qui sont entre l'ovaire et l'utérus. Ils peuvent se poser sur les ovaires, ici en avant du rectum ou du côlon, d'où la douleur avant d'aller à selle, et dans cette cloison recto-vaginale où quand on a les rapports, ça peut faire des douleurs. On peut aussi avoir des douleurs à mixture. Donc, ça, c'est l'endométriose, c'est la présence de ce tissu en dehors. Donc, voilà. Il y a une partie qui est un peu cachée, hein, j'ai pris cet iceberg, et une partie, disons, que l'on voit. Et voilà. Ça, c'est les éléments principaux par rapport à l'endométriose. Super, merci. C'est super intéressant et ça me parle en plus. Voilà. Certains symptômes, bon, je vais pas dire de la chance, mais la chance de choisir aussi de compléter la médecine allopathique avec cette voie. Que j'ai réussi à avoir mes enfants naturellement, donc les deux, sans assistante médicale, sans traitement hormonal, et aussi stopper, freiner ces inflamassions, ces douleurs et tout ça de 2012 jusqu'à maintenant. Donc, bravo. je suis vraiment ravie pour ça, mais ça me parle tellement, donc c'est encore dans un coin de ma tête. C'est sûr. Et c'est vrai que donc, alors maintenant, si on parle un petit peu, d'abord, c'est important
de se faire diagnostiquer. Avoir des douleurs insupportables au moment des règles, mesdames, ce n'est pas normal. Même si on vous l'a dit ou que les mamans l'ont dit et puis que ça a été là pendant longtemps, c'est une maladie qui a été mise de côté. Donc, faire l'amour, on ne doit pas avoir mal. Avoir des règles, peut-être un peu, mais à tel point qu'on doit tout le temps prendre des spédifènes et puis qu'on ne peut pas aller au travail, ce n'est pas normal. Donc, la première chose que j'invite, c'est d'aller consulter. Après, on doit aussi tomber sur quelqu'un qui est ouvert, ça c'est important, et puis qui va chercher la cause et faire un diagnostic pour voir est-ce que c'est l'endométriose. Ça se fait par un examen clinique, par une échographie du bassin, ça peut se faire aussi avec une IRM. À savoir que si ces examens-là sont normaux, il y a quand même quelque chose parce que 30% des études d'imagerie, donc IRM, échographie, sont négatifs. Ça veut dire que ce n'est pas parce que l'IRM, donc c'est ces examens où on va dans un tunnel, une sorte de scanner, si on ne voit rien et qu'il y a des douleurs, ce n'est pas normal. Donc après, c'est d'aller une étape plus loin. Alors, on peut, ce qui va être assez classique, c'est généralement de donner une pilule. D'accord, une pilule hormonale pour bloquer. Alors, ça peut aider, effectivement. Mais là, de nouveau, on ne va pas aller à la cause principale. Enfin, il y a la cause intermédiaire, puis après, il y a les causes profondes qui sont émotionnelles et inflammatoires. Mais c'est de dire, alors on va pousser l'investigation un petit peu plus loin. Et puis, dans ces conditions, ce qui est important, je vais vous montrer, je vais juste repartager de nouveau mon écran, c'est de dire, écoutez, non, je veux aller voir donc ce qui se passe. Et puis, vous allez, le diagnostic formel, il se fait par une laparoscopie. Donc, je vous rassure, c'est des toutes petites ouvertures. En tout cas, chez nous, à la clinique, on utilise toutes petites ouvertures, mais pour mettre un mot, pour mettre un diagnostic au mot. Donc, on va mettre une petite caméra ici et on va pouvoir regarder à l'intérieur du ventre ce qui se passe. Et puis, à ce moment-là, ça peut être aussi des adhérences, des organes qui sont collés, ça peut être de l'inflammation. Et on va pouvoir aussi, pour les femmes qui souhaitent concevoir, puisque ça représente 25% des infertilités, bien, poser le diagnostic, voire traiter ou lever l'obstacle de l'inflammation. Personnellement, moi, je fais beaucoup de traitements avec le laser, des traitements qui sont souvent ambulatoires, et on a la possibilité aussi, par ici, de prendre du tissu. C'est comme ça que le diagnostic se fait. On le regarde au microscope, on fait une analyse immunologique, c'est une analyse un peu précise, où on dresse une carte d'identité de la maladie, puisqu'il y a aussi de l'endométriose qui ne répond pas bien aux pilules. Et c'est de voir est-ce qu'elles vont répondre ou pas. Et finalement, ce n'est pas juste de faire le diagnostic, mais c'est de le traiter en même temps. Donc, voilà un petit peu les étapes. Et ensuite, après ça, il y a ce qu'on appelle les traitements de consolidation, qui effectivement vont peut-être être de la progestérone, une forme de pilule progestérone qu'on va donner pendant un certain temps, en tenant compte qu'il peut y avoir aussi quelques effets secondaires, pas dans tous les cas. Parfois au niveau de l'humeur, c'est possible, mais souvent ça marche bien une fois qu'on a fait la chirurgie derrière. Et puis parfois il faut complètement bloquer les hormones pendant quelques mois. Ça veut dire mettre en ménopause artificielle. Ces injections qu'on fait chaque mois, c'est absolument réversible, mais qui vont permettre à la cicatrisation de se faire. Et de savoir aussi que l'endométriose est une maladie où on est en principe, c'est le terme qu'on donne, en rémission. Une guérison peut l'utiliser, mais c'est comme le feu. Puis après, ça revient, il y a des petits charbons, ça monte, ça revient. Et on voit que c'est très influencé par l'entourage. Et je vous l'avoue, jusqu'à il y a quelques années, c'était très médical, chirurgical, voilà, on opère, on fait ça. Et pourquoi est-ce qu'il y a des femmes où je vais opérer et on opère une fois et il n'y a pas de souci, et d'autres où tous les 2 ans, tous les années et demie, ça revient, parce que c'est quelque chose qui revient. Donc c'est d'aller vraiment voir, de pouvoir
d'abord poser le diagnostic, savoir au niveau purement médical, ce tissu peut-il être influencé par le blocage hormonal. Et puis après, maintenant, ce qui est très important, c'est tout l'environnement interne. Donc, tu vas en parler, des émotions. On sait que voilà, le cortisol va modifier le système immunitaire, parce qu'en gros, il y a aussi une forme immunitaire dans cette endométriose. On va pouvoir, il faudra travailler sur ce côté-là, et ça c'est ton rôle, la prise en charge globale. Et puis, il y a aussi tout ce qui est alimentation. Les aliments qui vont être anti-inflammatoires, d'avoir suffisamment d'antioxydants. Par exemple, le tabac va faire flamber l'endométriose. D'accord? Et l'état mental aussi. Oui, c'est dur, oui, ça fait mal, mais j'invite beaucoup les gens à s'entourer avec des gens positifs. Parce qu'on va s'influencer, on va devenir les personnes qu'on entoure. Donc, si tout le monde est ensemble avec l'endométriose, tu as aussi ça, puis on descend, oui, c'est dur. Mais si on se mine chacun, on sait qu'on ne va pas s'encourager. C'est de donner des clés, donner une approche globale, et puis aller jusqu'au fond du traitement et savoir que avoir des douleurs ainsi, ce n'est pas quelque chose de normal, et c'est quelque chose pour lequel il faut consulter. Voilà. Ouais, bravo. Bravo à toi, je tiens à dire, Igor, parce que j'ai échangé avec beaucoup de patientes qui étaient suivies dans la clinique suisse, donc par tes soins, et qu'ils parlent de côté expertise, le côté vraiment professionnel et à un niveau très, très élevé, mais aussi le côté humain et le côté holistique, justement, où la personne, il a tout pour être bien. Et justement, tu as parlé, ça aide tellement. On parle de l'état émotionnel, on finira jamais par parler des émotions et tout ça. Et ils sont toutes ravis et ils le disent. Et c'est vrai que ça fait du bien et c'est rassurant d'avoir des gens comme toi qui portent on n'a plus le même regard de cette maladie parce que, comme je disais tout à l'heure, c'était frustrant pour moi de dire, OK, l'endométriose, que j'ai demandé à mon chirurgien à l'époque, il y a 10 ans en même temps, il m'a dit, on ne sait pas. Donc, on ne sait pas pourquoi. Effectivement, il n'y avait pas assez de recul et ils ne savent pas. Il ne m'a pas caché, mais c'était frustrant. Donc, quand tu ne sais pas, comment tu peux soigner quelque chose que tu ne sais pas pourquoi il était là et pourquoi il va revenir et ainsi de suite. Donc, avec ton approche et qu'il y a tout pour vraiment que la personne, la femme, pour le coup, elle sente bien et qu'il y a tout ce bien-être autour, plus la chirurgie avec un tel niveau, donc c'est génial. C'est rassurant et c'est beau. Merci. J'aimerais aussi parler du côté quand même. Alors après, c'est important que quand vous allez, les personnes qui sont affectées par ça, d'aller dans des centres ou avoir des chirurgiens qui ont l'habitude de ça. Parce que autant la chirurgie, elle peut être, je parle pour mon côté, mais faite de manière mi-invasive. On ne va pas aller abîmer les choses dedans. On va au contraire libérer, aider peut-être, voilà, on a de nombreuses fois des grossesses qui se passent après parce qu'on a pu traiter ou enlever cette partie inflammatoire. Donc, de vous adresser à des gens qui sont experts, qui le font régulièrement et qui savent notamment par rapport à la chirurgie sur les ovaires. Peut-être certains d'entre vous ont dit « Ah, plus on opère, plus on abîme ». Alors ça, c'est juste si on brûle ou on abîme la partie ovarienne à la surface de l'ovaire. Mais donc, par contre, si on rentre pour libérer de l'inflammation parce qu'une année et demie, il y a encore de nouveau quelque chose qui est revenu et qu'on fait attention à la réserve des œufs, eh bien, on peut revenir. Donc, cette chirurgie peut être faite de manière peu invasive, de manière, disons, ciblée. Et puis ensuite, on va aussi regarder le degré de chirurgie parce qu'il y a 4 stades à l'endométriose. Je ne vais pas aller trop dans les détails, mais il y en a qui sont peu avancés, d'autres qui sont très avancés. Et aussi à savoir qu'une douleur très forte, ce n'est pas proportionnel au stade.
Mm. Il y a des femmes qui ont une petite endométriose stade 1, elles disent, oh, c'est rien du tout. Mais en fait, ça fait extrêmement mal. Et des fois, il y a des grosses endométrioses où il n'y a pas de douleur. Et là, on va plutôt agir s'il y a des souhaits de fertilité ou autre chose. Mais on arrive toujours à traiter. Alors, j'ai parlé de la chirurgie. Il y a aussi l'injection de Botox, de toxines botulinques dans certains endroits, par exemple dans l'utérus ou d'autres, où on sait que cette toxine va relâcher les fibres. Parce que souvent, c'est de la contraction et de l'inflammation. Et on va pouvoir les relâcher et donner un soulagement. Donc, il y a plusieurs degrés de prise en charge. Mais le mot, c'est aller vers des centres experts. Si vous avez mal, il faut consulter. Et puis ensuite, ben, la naturopathie et les autres médecines, enfin, tu as dit que tu ne l'aimais pas, mais moi je dirais, moi j'aime bien utiliser le terme médecine complémentaire. En Ouais. Suisse, en fait, on utilise le terme médecine complémentaire. C'est qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, et ils sont ensemble. Et puis ensuite, de pouvoir, ça prend beaucoup plus de temps d'aller vers la cause profonde. Oui, super. Excellent. Alors, donc, je vais parler du coup, la prise en charge, si je peux dire entre guillemets, de la naturopathie pour les cas d'endométriose. La naturopathie va rester fidèle à ses principes, donc fondamentaux. Le premier, donc, on va parler de l'holistique. Donc, c'est un principe fondamental de la naturopathie, c'est-à-dire l'ensemble. C'est-à-dire le plan physique, émotionnel, énergétique, comme je disais tout à l'heure, psychologique, même spirituel et relationnel. Ça sera toujours, c'est un principe, comme je disais, fondamental, ça va rester toujours à chaque fois pour toutes les maladies, pour tous les troubles de santé. Après, il y aura aussi la notion donc de la cause. Hippocrate, père de la médecine occidentale, il a dit trouver la cause de la cause de la cause. Et donc, on peut y aller très, très loin pour chercher cette cause, justement, parce que tant qu'on n'a pas trouvé la cause, on aura du mal à solutionner le problème, encore une fois. On va agir, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc sur le côté, pour ramener maintenant à la physiologie, donc avec l'endométriose. Il y a un excès d'oestrogène. Donc, on va chercher, on va checker, est-ce que cet excès d'oestrogène, est-ce que ça montre une déficience hépatique, c'est-à-dire l'émonctoire qui le foie, il n'a pas éliminé donc cet excès d'oestrogène. Est-ce que c'est un dérèglement hormonal? C'est un dérèglement hormonal, mais la cause de ce dérèglement hormonal, on va checker au niveau de l'inflammation. Donc, il y a une inflammation, donc pareil, par rapport à l'alimentation. Donc, alimentation à éviter, donc pro-inflammatoire, les aliments qu'il faut justement avoir donc pour justement calmer cette inflammation comme les oméga 3 donc qu'on trouve dans les acides gras essentiels, dans l'huile de lin par exemple, l'huile de noix, les poissons gras, etc. Mais avant tout ça, comme j'ai parlé de cette notion holistique, on va chercher la cause et en même temps, c'est le côté émotionnel et le côté psychologique de la personne. Pourquoi l'endométriose? Pourquoi à ce moment-là? Ça touche la féminité, ça touche la femme, la féminité, ça touche aussi le côté intime de la femme, ça touche aussi la maternité. Donc, pourquoi à ce moment-là, on dit que les cris du corps sont les messages de l'âme. Et tout ce qui n'est pas exprimé par la parole, le corps s'en charge. Ça, c'est dans les somatisations. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que la personne, la femme, il manifeste un conflit, un blocage? Là, on rentre dans le décodage biologique, qui est un outil extraordinaire parce qu'on donne du sens. On comprend le message, il y a une lecture du message, il y a une lecture du sens de la maladie. On ne prend pas les maladies comme des fatalités, mais non, il y a un sens, il y a un message derrière, il y a une blessure peut-être ou un conflit qui n'est pas résolu et qui se manifeste dans une partie du corps qui est un peu fragile ou qui, à ce moment-là, il y a une fragilité ou déjà dans le ventre de la maman ou même peut-être chez la maman déjà dans les mémoires et ainsi de suite. Donc, on cherche la cause et on peut y aller très, très loin dans cette recherche. Et moi, c'est un outil qui m'a tellement aidée.
c'est le décodage biologique et émotionnel quand j'ai compris pourquoi l'endométriose, pourquoi à ce moment-là, les conflits avec ma féminité, avec mon corps, l'acceptation de mon corps, etc. Donc, c'est super intéressant à faire ce travail. Après, donc, j'ai parlé de l'excès d'oestrogène, donc on regarde côté hépatique parce que ça, c'est super intéressant aussi de checker pour les émonctoires. On va parler après pour la détoxification du corps, on va parler des émonctoires, mais là, pour le coup, c'est surtout le foie et les intestins. Après, il faut faire toute une cure de toute façon, il faut nettoyer le corps en général. Mais c'est intéressant de voir vraiment le foie et la soutenir pour cette fonction qui est l'élimination, donc cet excès de l'oestrogène avec des plantes hépatiques comme l'artichaut, radis noir, romarin, etc. Après, on va regarder donc pour le côté alimentation, comme je disais, pour l'inflammation. Donc, qu'est-ce qui est pro-inflammatoire? On va parler de sucre, on va parler de la viande rouge en particulier, on va parler de tout ce qui est gluten, produits laitiers. S'il y a un syndrome de côlon irritable, on va regarder aussi, il y aura d'autres aliments à éviter, juste déjà pour la période de crise, je dirais. Après, comme tu l'as dit justement, donc entre les aliments anti-inflammatoires et les antioxydants, parce que ça, c'est super intéressant, pareil, qu'on trouve. Donc, il ne faut pas y aller chercher très loin. On trouve presque dans tous les végétaux, il y a des antioxydants parce que c'est naturel, c'est pour les protéger déjà des radicaux libres et tout ça. Il y a aussi le côté perturbateurs endocriniens. Ça, c'est apparemment, j'ai pas c'est dans mes cours et les livres et tout ça, mais j'ai pas la preuve scientifique. Je sais pas si toi tu l'as, Igor, par rapport donc l'impact des perturbateurs endocriniens sur l'endométriose et le dérèglement hormonal en général. Donc, ça sera intéressant de nettoyer pareil, de faire une cure de détoxification de ces métaux lourds, les perturbateurs endocriniens. Donc, on parle bien des métaux lourds, on parle des pesticides, on parle du plomb, du plastique, même les produits cosmétiques, certains produits ménagers, etc. Donc, tout ça, on check avec la personne si tout est OK. Et là où on a un doute, on vérifie et on change les habitudes. Et on change le comportement. Pardon? Pour répondre à ta question, bien sûr, alors c'est documenté de plus en plus. Justement, en tout cas, quand on dit perturbateur endocrinien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il perturbe les hormones. Donc, on l'a encore même, on en a tous les jours. On l'a dans les aliments transformés, tous ceux où vous avez les quelque chose, les colorants. Alors, c'est à des degrés moindres et c'est sûr que de nos jours, à moins qu'on habite sur une île déserte et qu'on reprenne nos habitudes il y a 15 000 ans en arrière, on va y être confronté. Par contre, souvent, ce n'est pas le nombre de mauvaises choses qu'on met dans le corps ou qu'on a, c'est le nombre de bonnes choses qu'on va prendre qui vont permettre de détoxifier. Et si par-dessus ça, on a déjà un mental qui est bas, on peut le monter, mais qui est bas, l'immunité va encore être basse. Donc, en fait, on a des facteurs cumulatifs. Donc, oui, alors ça, c'est clairement, il y a de nombreuses… Ça va de l'infertilité à l'endométriose, à plein d'éléments. Et on voit que toutes ces maladies sont en train de prendre l'ascenseur de plus en plus. Je veux dire, il y a 15-20 ans, il n'y en avait pas autant. On dit oui, peut-être qu'on en parlait moins, mais il y a quand même de plus en plus. Et c'est toujours, ça se résume par l'environnement interne et l'environnement externe. L'externe, on peut le modifier un petit peu. L'interne, on peut le modifier par des comportements, des alimentations. Et l'externe, les lieux où on est. Et puis aussi les émotions qui seront selon les environnements. J'ai une patiente qui est venue avec des énormes douleurs. Je l'ai opérée 2 fois. J'étais un peu moins conscient de ça, c'était il y a 8-9 ans, mais ça m'a quand même marqué. Et puis, en fait, ce que j'ai su après, je n'ai pas posé de questions, c'était qu'elle était dans un milieu de travail complètement toxique. Et puis que le fait, il y a un moment donné, je voyais que j'avais plus besoin elle revenait, ça allait mieux. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas changé grand-chose. Ah, mais j'ai changé de travail, ou je ne suis plus dans le même milieu, plus avec c'est l'environnement.
Et bah, des fois, ça vaut le coup de faire ça plutôt que de retourner d'avoir des opérations ou des hormones. Donc, voilà. Exactement. Donc, les perturbateurs endocriniens, oui, ça modifie. Oui, complètement. Donc oui, il y a les perturbateurs endocriniens et je reviens à quelque chose de très intéressant que tu as relevé. On dit augmente le bon, il absorbera le mauvais. C'est Donc, ça. effectivement, OK, il y a des choses, il y a des polluants qu'on ne peut pas éviter parce que c'est dans l'air, parce que c'est dans l'eau, etc. Tout ce qu'on peut contrôler, on peut changer, on n'hésite pas, mais ce qu'on ne peut pas changer, on augmente le bon, effectivement. Donc, avec les antioxydants, avec les végétaux, avec à nettoyer, avec par exemple la chlorelle, qui est une algue super intéressante pour justement pour nettoyer les métaux lourds et charbon végétal, etc. Donc, il y a ça. Et il y a aussi cette notion, effectivement, de l'environnement. Encore une fois, on revient donc à la gestion émotionnelle. Et ça, on prend vraiment le temps, en tout cas, personnellement, je prends vraiment le temps de voir avec la personne ce côté, justement, émotionnel, s'il y a des conflits, s'il y a un stress. Et la plupart du temps, toi, tu sais plus que moi, c'est sûr, parce que tu as plus de masse par rapport à tes patients. Donc, il y a plus de retour à ce niveau-là. Moi, j'ai pas que les clients qui ont l'endométriose, mais et d'autres troubles de santé, mais en général, il y a toujours le côté émotionnel, il y a toujours le côté émotion, stress, mental aussi, l'état mental aussi de la personne qui impacte, mais directement, encore une fois, la santé et même la guérison. Parce que pour que la personne, justement, soit en ressources pour sortir de tout ça, donc l'inflammation, donc ça veut dire douleur, ça veut dire tout ce qu'on a vu tout à l'heure avec ton schéma, toutes malheureusement, la galère si je peux dire ça ainsi, pour que cette femme qui subit à chaque fois, chaque mois, par rapport à l'endométriose. Donc, si en plus son estime d'elle-même, son état émotionnel, bah, elle va baisser encore plus, si elle reprend pas le pouvoir sur la gestion de ses émotions, parce que on a le pouvoir de changer nos émotions, on a le pouvoir de changer nos pensées, malgré les challenges, malgré les défis, à dire, OK, là, il y a l'endométriose, ça s'est fait, donc comment moi je peux interpréter, parce que moi, ça m'arrivait maintenant de dire que c'est un cadeau, parce que grâce à l'endométriose, j'ai fait la formation de la naturopathie, j'ai fait la formation de coaching. Donc, avant, j'étais esthéticienne. Donc, je me suis dit, j'embellis les gens après, à l'extérieur, maintenant j'embellis un peu aussi à l'intérieur. Et c'est juste de tourner un petit peu cette... Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si les participants ils voient un peu, c'est s'amuser vraiment à orienter son esprit sur le côté positif de la chose, même si c'est galère, même si c'est difficile, même si c'est douloureux, mais trouver le côté un peu côté positif, côté lumière dans ce qui nous arrive pour justement avoir les ressources pour se relever et optimiser justement cette force vitale qu'on a en nous et chacun est là pour arriver à trouver ce chemin de la guérison. Donc, c'est super, super important de prendre soin de soi, avec des soins de relaxation, avec l'aromathérapie, par exemple. Elle fait vraiment des choses, il y a des résultats super intéressants avec les huiles essentielles, avec les plantes, avec s'il y a vraiment un traumatisme, s'il y a des blessures qui sont vraiment ancrées, que la personne elle a du mal toute seule, mais il y a des thérapies brèves comme le MDR, comme le EFT, etc. Donc, à faire un coaching, à se faire accompagner pour vraiment arriver à passer déjà ce côté émotionnel et qui est aussi la base de nos maux
ce qui n'est pas exprimé et qui va se cristalliser dans une partie de notre corps et qui va justement ou nous aider ou l'inverse, comme tu l'as dit avant, nous enfoncer encore dans cette douleur et dans cette problématique. Donc, voilà. C'est super intéressant. Après, donc j'ai parlé de l'inflammation, donc j'ai parlé de l'alimentation. Donc, on fait un réglage alimentaire dans le cadre de la naturopathie avec la personne. Donc, on regarde un peu ce qu'elle mange et après, on regarde ce qu'il faut qu'il évite de manger ou en tout cas pendant la période de la crise et après de se réintroduire donc ces aliments, mais sur la période où il y a vraiment l'endométriose à un stade avec les inflammations, surtout avec l'inflammation, la douleur et tout ça, c'est super intéressant de faire un réglage alimentaire avec les plantes aussi. On a des plantes maintenant qui ont prouvé leur efficacité, comme le framboisier, comme la chimilfeuille, etc. pour le cassis aussi pour l'inflammation, les huiles essentielles, je disais, pour gérer le stress aussi, l'activité physique, l'environnement, que la personne, par exemple, qu'il fasse du yoga, du qigong, c'est toutes ces activités, mais en douceur, où il y a la respiration, il y a la gestion émotionnelle, il y a tout ça qui va nous apporter que du bien. Et se nourrir de tout ça justement pour arriver à avancer. Et c'est que comme ça que la personne elle peut avancer sur l'endométriose. En tout cas, moi, je le vois et j'accompagne mes clients comme ça. Donc, voilà. Parfait, magnifique. Donc, on va aborder le sujet suivant, hein, donc comment prévenir la rupture de l'équilibre de notre corps. Et peut-être qu'on peut l'inclure en même temps dans l'importance de détoxifier, parce que je crois que c'est quand même des sujets ensemble. Complètement, oui, ça fait partie. Donc, comment prévenir une rupture d'équilibre? Il faut savoir que le corps humain, chaque cellule de notre corps, il fait tout par n'importe quel moyen pour maintenir cet équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc, par rapport à la température, le rythme cardiaque, etc., toutes les fonctions du corps. Maintenant, c'est notre terrain. Il y a Claude Bernard qui a dit le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Et ça, c'est tellement vrai parce que des fois, on peut avoir plusieurs personnes dans la même salle. Il y a un virus, c'est le même virus, c'est les mêmes conditions, mais il y en a qui vont être contaminés et il y en a d'autres non. Donc, et c'est là qu'on voit la notion du terrain qui est tellement important. Et ce terrain, il y a des facteurs de santé, ce qu'on appelle d'hygiène vitale, pour optimiser cette force vitale, cette force guérisseuse qu'on a tous en nous naturellement. Maintenant, il y a ces facteurs donc, qui vont optimiser cette force vitale qu'on a en nous. C'est des facteurs naturels. Des facteurs naturels, là, on peut agir, nous, à notre niveau pour justement maintenir cet équilibre. On sait que le corps, il fait tout pour le maintenir, mais il faut l'aider. Il faut l'aider parce que pour justement qu'il assure cette fonction aussi qui est l'homéostasie. Donc, les clés, c'est des clés simples, accessibles à tous. Il faut juste vouloir mettre en place ce qu'il faut pour qu'on ait un résultat donc par rapport à ce qu'on attend en fin de compte. Donc, parce que comme il dit Einstein, la plus grande folie c'est de garder les mêmes habitudes et s'attendre à des résultats différents. Si notre corps il crie, on a des douleurs, par exemple on mange un aliment et on voit qu'il y a des crampes, on voit qu'il y a des spasmes et tout ça une fois, deux fois, trois fois, ça veut dire que cet aliment il ne passe pas. Peut-être ça passe pour plusieurs personnes, peut-être c'est le meilleur aliment, mais ça passe pas pour nous. Donc, et là, on retrouve encore une fois cette notion de terrain. Donc, pour faire bref, les clés, donc ces facteurs naturels pour maintenir cet équilibre, je vais parler de la première clé, c'est l'alimentation. Tout bêtement, Hippocrate a dit que ton aliment soit ton seul remède.
soit ton seul remède. Ça veut te dire. Donc, dans l'alimentation, je mettrai la respiration, l'oxygène, c'est un aliment vital, donc sans l'oxygène, on ne serait pas là. On sait, mais si on peut encore amplifier cette ressource, cet oxygène, il faut savoir que même biologiquement, l'oxygène, il va transmettre tous les nutriments en énergie directement utilisable par la cellule. Donc, il va donner cette énergie à la cellule. Donc, ça veut dire que la cellule va assurer ses fonctions parce qu'il vit de l'oxygène. Donc, l'alimentation, on parle donc de la respiration, l'oxygène, on va parler de l'eau. L'eau, pareil, c'est un aliment vital. S'hydrater sans même parler de tout ce qui fait comme bénéfice. C'est un aliment vital qui va assurer donc les liquides dans le corps, dans le sang et la lymphe, c'est-à-dire la nutrition de nos cellules, pareil, et l'élimination des toxines. Déjà, rien que ça montre l'importance de boire, de s'hydrater, une eau propre, tout simplement. On ne cherche pas une eau minéralisée, hautement minéralisée, tout ça. Le premier rôle de l'eau, c'est juste irriguer déjà. Après, elle a un rôle principal dans l'élimination des toxines, effectivement. Donc, même pour le cortisol, qu'on a une inondation, comme je disais tout à l'heure, du cortisol, l'eau, il va réguler ça parce qu'il va l'éliminer en douceur. Si on boit des petites gorgées d'eau, ça va éliminer le cortisol tout en douceur. Après, l'alimentation, concrètement, donc des aliments, une alimentation saine, une alimentation propre, c'est-à-dire idéalement bio si on peut, si voilà, on fait de notre mieux, mais idéalement. Sans pesticides et tout ça, une alimentation variée, parce qu'il n'y a pas un seul aliment qui va nous apporter tout ce qu'il faut pour notre corps. Donc, varier suite au goût, à se faire plaisir, à amener toujours cette attention de plaisir, de joie, de gratitude, à avoir des aliments, parce qu'on a de la chance quand même avec toute cette générosité encore de la nature, d'avoir différents aliments et il y a pour tous les goûts. Donc, vraiment, de se faire plaisir à manger propre, à manger sain, manger équilibré, parce que le corps, il a besoin des aliments pour se renouveler, pour construire, pour renouveler ses cellules, etc. Donc, c'est notre essence. Donc, il faut que ça soit de qualité, il faut qu'il soit de qualité et qu'il nous porte et qui nous apporte des éléments et des nutriments et pas juste du poids, des calories et qui va juste nous détruire et baisser notre santé, notre vitalité. Donc ça, l'alimentation, la première clé. La deuxième clé, on va parler de l'élimination après. Donc, c'est important de manger, mais c'est important aussi d'éliminer parce qu'un corps qui est surchargé en toxines, c'est un corps qui est encrassé, donc c'est un corps qui fonctionne au ralenti, c'est un corps qui va être malade à long terme. C'est sûr, parce que le corps, il va créer des crises d'élimination. C'est ce qu'on appelle les maladies, mais c'est des crises d'élimination pour éliminer la surcharge de toxines. On va parler aussi une autre clé, c'est tout simple, tout bête, mais c'est tellement vital, c'est le sommeil. On a besoin de sommeil pour se régénérer, on a besoin de sommeil pour se réparer. Pendant la nuit, nous, on dort, on se repose, mais tout le métabolisme, tout le corps, il est en travail parce qu'il se renouvelle, parce qu'il répare, parce que les idées se réorganisent et c'est vital et c'est super important d'avoir son capital de sommeil récupérateur de bonne qualité. Sinon, si on a des réveils nocturnes, on a un sommeil perturbé, on va être fatigué, notre système immunitaire, il va être affaibli et ça veut dire des maladies, ça veut dire une vitalité très basse, etc. On va parler aussi du mouvement. Ça, c'est une clé super importante. Le mouvement, on est fait pour bouger et la vie, c'est du mouvement. Quelle que soit l'activité physique. Ça, c'est super important que chacun choisisse son activité physique par rapport à son rythme, par rapport à sa nature, par rapport à son choix personnel. Mais il faut bouger.
C'est super important. Notre corps, il est constitué, nos cellules, nos muscles, pardon, nos os, ils sont constitués pour bouger. Et c'est simple. On parle beaucoup de calcium, on parle beaucoup, il faut apporter du calcium avec la nourriture, avec les produits laitiers, avec d'autres aliments. Mais on parle pas beaucoup du calcium qu'on produit, qu'on bouge. On peut produire du calcium juste le fait de bouger et qu'il y a du choc. Comme ça, on produit du calcium. Et le calcium, avec les protéines pareil, on va amener avec le mouvement, les protéines et après les muscles qui vont être renforcés. Et les muscles, ces protéines, ils font la charpente quand même de notre corps. Et comme ça, le calcium, il peut être fixé. Pas qu'avec la vitamine D, mais avec aussi les protéines. Donc, c'est super important. On produit aussi pendant le mouvement, l'activité physique, on produit des hormones de bonheur, comme la dopamine, comme l'endorphine. Donc, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le cœur parce que ça va réguler le rythme cardiaque et ça va augmenter la circulation sanguine, donc la nutrition aussi de nos cellules. Et aussi, ça va permettre une élimination naturelle des toxines aussi grâce à la lymphe aussi. Donc, le mouvement, ça reste vraiment une clé aussi super importante à prendre en compte pour justement prévenir une rupture d'équilibre de santé. Après, donc il y a la clé que j'ai déjà parlé, on a parlé tout à l'heure, donc la clé de la gestion émotionnelle. Donc maintenant on a compris, donc c'est super important d'apprendre à gérer le stress, apprendre à gérer ses émotions, d'avoir la pensée positive, de changer la perception des choses, d'avoir la gratitude, de pratiquer la gratitude, l'interprétation des événements, ce qu'on peut pas changer, on l'accepte et on voit le cadeau, on voit l'opportunité plutôt de voir la contrainte, etc. La méditation, ça s'est prouvé aussi avec la méditation en pleine conscience, tous les bienfaits que ça procure. Donc, tout ça, voilà, la gestion émotionnelle, ça fait partie des clés pour prévenir justement quelqu'un qui, comme on dit, joyeux et en bonne humeur. C'est quelqu'un qui a un système immunitaire beaucoup plus fiable, beaucoup plus efficace que quelqu'un qui est souvent triste, qui a des peurs, qui est en colère et avec des émotions négatives, on va dire. Donc, voilà, c'est les clés pour vraiment prévenir, comme je disais avant, c'est accessible à tout le monde. Maintenant, il faut savoir, voilà, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut changer les habitudes pour changer les résultats s'il y a une perte d'équilibre? S'il y a un équilibre déjà de santé, ben on sait ce qu'il faut faire pour le maintenir. Et s'il y a une perte de cet équilibre, ben pour le restaurer, pour le réparer, voilà, c'est en naturopathie les facteurs pour ça. Ce que j'aurais envie de compléter, c'est vrai qu'on se pose la question, voilà, pourquoi est-ce qu'il y a autant de maladies chroniques? Pourquoi est-ce qu'il y a… C'est que je vais peut-être vous partager une petite partie de l'écran parce que moi je suis toujours passionné par voilà, notre développement. Donc, si on regarde vraiment, je vais juste vous partager une partie de mon écran ici. Hop. Alors, je me déplace juste ça, désolé. Voilà. Donc, nous, on pense toujours que, voilà, 100 ans, 200 ans, c'est vieux. Mais en fait, si on regarde vraiment, hein, j'ai pris une échelle du temps par rapport au développement de l'être humain. Si on regarde vraiment un homme néandertal ou encore l'homo sapiens, on dirait l'homme moderne, si on prenait cet homme, on va arrondir à 100 000 ans, comme ça c'est au milieu, on prenait cette personne, imaginez qu'on pourrait la télécharger en 2022, eh bien, elle pourrait conduire, utiliser un ordinateur, faire tout ce qu'on est en train de faire. Seulement, est-ce que l'homme vivait comme on vivait il y a 100 000 ans, ou même 50 000 ans? Absolument pas. On va se dire, tiens, 15 000 ans, c'est vieux, mais c'est rien du tout dans l'évolution. Et puis, ce qu'on voit ici, donc j'ai montré un petit peu une échelle dans
dans l'alimentation. Tu parlais de l'alimentation. Donc, ce qu'on arrive à voir, c'est qu'au début, on était plus avec des plantes, des tubercules. La viande a commencé à venir, hein, évidemment, parce qu'il y a les chasseurs-cueilleurs. Et puis, vous voyez un petit peu voilà, l'échelle du temps. Et si on regarde vraiment, l'agriculture est venue 15 000 ans avant Jésus-Christ. On a trouvé des traces de lait dans des cruches grecques 8 000 ans avant Jésus-Christ. Et puis, on a eu la révolution industrielle il y a 250 ans à peu près. Donc, l'alimentation a commencé à déjà changer là. On a eu l'entrée du sucre. Il faut savoir que les Romains n'utilisaient pas le sucre, on utilisait le miel aussi. Et les produits laitiers, eh bien, ils ont commencé aussi à apparaître à ce moment-là. Donc, ça veut dire, et qu'est-ce qu'on a commencé à mettre avec nos aliments transformés les 30 dernières années? Eh bien, la malbouffe, voilà, que des aliments dont le corps n'est pas fait. Donc, on est en train, c'est comme une voiture, vous ne mettez pas les bons aliments dedans. Alors, on va peut-être pas le remarquer immédiatement, mais ça va tout perturber. Ça va commencer par perturber le microbiote. Hein. Il faut imaginer dans l'intestin, on a 100 000 milliards de bactéries, donc beaucoup plus que ce qu'on a de cellules dans notre corps. C'est autant d'étoiles que dans la galaxie. Hein. Et en mettant pas les bons aliments, eh bien, le corps, en fait, va se modifier. Là, je voulais juste montrer un petit peu le sucre, hein, tous ces éléments-là. Le sucre, c'est pro-inflammatoire. Donc, ça va causer des maladies. Ça, ce iced tea, vous le voyez souvent. Enfin, moi, je ne peux pas le voir, ce truc, mais c'est rempli de sucre. Le sucre va augmenter l'inflammation. Je suis encore effaré. L'autre jour, j'avais une dame avec un cancer qui allait dans l'hôpital. On a donné des protéines pour renforcer, mais dans les protéines, il y a du sucre. Donc, on est en train de nourrir les cellules cancéreuses avec du sucre. Donc là, il y a évidemment tout un marketing, il y a toute l'industrie. L'industrie du lait, tu parlais du lait tout à l'heure. Le fait de dire, oui, il faut manger des produits laitiers parce qu'il y a du calcium dedans. Il y a plus de calcium dans un bon brocoli, dans un chou Bruxelles, dans ces éléments-là. Ensuite, il y a un deuxième mensonge dont moi, jusqu'à il y a 6 ans, 7 ans, je disais la même chose comme docteur parce que ça a été mis dans notre corporation. Il faut manger de la viande pour avoir du fer. Alors oui, il y a un peu de fer dedans, il y a des protéines surtout, mais là, de nouveau, le fer, on va le trouver beaucoup plus dans les légumineux. Et d'ailleurs, il va être beaucoup plus absorbé. Et ce n'est pas une mauvaise chose de manger de la viande, parce qu'on a nos canines, on est fait aussi pour ça, mais à titre modéré. Il faut savoir que l'homme, à l'époque aussi, tu parlais du mouvement. Je vais peut-être revenir après en arrière, je te commenterai cette photo après, mais je vais discuter. Le mouvement, l'être humain, parcourait entre 15 et 30 km par jour. Notre corps est fait pour ça. C'est ce qu'on faisait à l'époque. Les chasseurs-cueilleurs qui sont en Afrique, il y a ça. Maintenant, on ne bouge pas. Donc, on n'est pas fait pour bouger. Et là, il y a une photo de 2 types de tables. Hein. Une occidentale, on a énormément de sucre, et un plus traditionnel. D'accord ? Il y a un très bel exemple avec justement donc les Maasai en Afrique. On a les Maasai d'origine qui sont dans les steppes, ils sont fins comme ça, et leurs cousins qui vont en ville sont déjà obèses. Ils ont du diabète. Et tous ces éléments, eh bien, il faut en tenir compte. Une autre dia que je voulais vous montrer, qui est vraiment intéressante, et on parlait de l'environnement. Excusez-moi, je vais juste descendre un petit peu, juste que je la retrouve. C'est l'ensemble de notre environnement. Voilà. Je vais partager ici. Donc, c'est un autre élément. On peut changer. Notre corps s'adapte à l'environnement. Pas vrai, si vous allez au soleil, certains, il y a la mélanine qui va venir, on va devenir un peu plus foncé. Si on commence à manger certains aliments, on va changer. Et ça se fait par des régulations épigénétiques, c'est-à-dire au-dessus des gènes. C'est pas vrai que la majorité des maladies que nous avons ne sont pas génétiques, mais épigénétiques. Là, il y a un très beau schéma qu'on voit ici, où vous voyez à droite la conséquence, comment est le corps avec un type de style de vie. Donc, vous reconnaissez sédentarité, trop de sucre, trop de sel, les aliments transformés ou un mode de vie sain. Et puis, littéralement, les personnes ne sont pas les mêmes parce qu'il y a une régulation
de l'épigénétique. Et ça, c'est également valable pour la pensée. Avoir des pensées donc difficiles, négatives. Alors bien sûr, il faut demander de l'aide. Hein. C'est facile de dire, voilà, il faut mettre du soleil partout. On a besoin quand même d'aide. Eh bien, les choses peuvent changer. Et pour ça, alors, je veux quand même partager quelque chose aussi avec vous par rapport à ça. C'est quelque chose un peu personnel, mais je le montre plusieurs fois parce que comme médecin, ben, je suis responsable de la santé des gens. Pour moi, un médecin de nos jours, on ne peut pas avoir de l'hypertension, de l'obésité, du diabète et donner des médicaments et conseiller des gens. On doit être un exemple pour soi-même. Et je voulais quand même partager cette photo avec vous, qui est un petit peu intime, mais quand même, voilà, je vais vous la partager. C'est des photos il y a mon épouse Carole et moi. Donc ça, c'est Paris en 2017. Alors, on aimait bien les bons restaurants, les choses comme ça. Donc, vous allez voir l'énergie et la façon d'être en 2017. Et donc, j'ai bientôt 50 ans, mon femme aussi. Et ça, c'est maintenant, 2022. Donc, vous voyez, il y a quand même un changement. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé là? C'est qu'il y a eu, même si à l'époque, en 2017, je faisais du sport, je faisais des marathons, je courais, la gestion, savoir bien gérer le stress, on peut être calme de l'extérieur, mais je ne savais pas gérer à l'intérieur. Après, ben, oui, on peut se faire plaisir de temps en temps, mais rappelez-vous aussi, l'alcool, ben, ça fait quelques milliers d'années seulement qu'il existe, hein, sur les 20 ans. Après l'activité physique, et aussi apprécier ce qu'on a. Donc, vous voyez un petit peu la différence. Donc, l'épigénétique est vraiment très, très importante et rappelez-vous de nouveau de ce schéma. Et voyez quel côté vous voulez être. Est-ce que vous voulez être de ce côté? Est-ce que vous voulez être de l'autre? Et puis, il y a 5 facteurs. Joël de Rosner avait déterminé 5 facteurs importants dans la régulation épigénétique, dans la modification de nos gènes. Donc, les gènes se modifient avec le temps. La médecine moderne est en train de travailler sur des médicaments qu'on peut prendre qui vont modifier nos gènes pour qu'on soit mieux. Alors, bon, voilà, mais on peut les faire à moindre coût et très simplement chez nous. Les régulateurs épigénétiques principaux sont la nutrition, sont l'exercice physique, sont le management du stress. Je rappelle le management du stress. Il y a des patientes que je vois, ou des patientes, je vois aussi des hommes dans le cadre de la médecine préventive, qui vont manger bio, qui vont faire du sport, et ils ont quand même un cancer à 50 ans. Tu disais tout à l'heure, le corps parle. Donc, en fait, là, il y a un truc qui colle pas. On va dire, mince, l'autre, il fume, il fait ça, mais peut-être qu'il a pu gérer son stress différemment. Et ça, c'est vraiment important. C'est d'ailleurs le facteur clé. C'est le facteur clé. C'est montré maintenant, c'est le management du stress. Et il y a une étude américaine où on a voulu voir l'impact du stress. On a pris 1500 femmes soumises à un certain stress, un stress certain, j'allais dire, et 1500 qui n'étaient pas soumis. Et puis, on a regardé un peu l'effet sur le corps. On s'est dit, bon, bah, certainement, s'il y a du stress, tous ces éléments, ces femmes vont être moins bien. Alors oui, on a trouvé quelque chose de bizarre. On a vu quand même qu'un certain nombre dans le groupe super stressé, finalement, avaient moins. Donc, c'est des mesures par la prise de sang, le niveau de cortisol, enfin des mesures, des indicateurs de stress. Puis on a vu, tiens, c'est bizarre, dans le groupe des femmes stressées, il y a des femmes, finalement, qui ont des niveaux qui sont plus bas. Mais qu'est-ce que c'est? On a vu que c'était lié à de la résilience, à la capacité de l'adaptation avec le stress. On ne peut pas toujours contrôler le stress auto, mais on peut contrôler comment il va agir dans le corps. Donc ça, c'est super, super, super important. Et j'ai montré tout à l'heure les ondes cérébrales, les autres choses. Donc de travailler là-dessus, c'est vraiment important. Avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Être dans un milieu toxique. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ma patiente avec l'endométriose qui avait changé de travail et m'a dit, ils sont partis. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes dans le bon environnement? Est-ce que vous êtes avec les bonnes personnes qui vous donnent la valeur, qui vous donnent l'énergie, que ce soit la famille ou pas? C'est votre santé. Donc, c'est vraiment important de voir ça. Et finalement, l'harmonie et le réseau autour de soi, ça, c'est une belle façon, je vais vous montrer encore un petit schéma là-dessus, parce que
on a pu voir dans les personnes qui vivent plus longtemps, c'est poser la question, on a vu qu'il y avait l'alimentation, l'environnement, notamment dans les zones bleues, j'en parlerai une autre fois, mais on a vu que dans ces zones, par exemple au Japon, où il y a des centenaires, on a reproduit le même schéma d'alimentation, exercice physique, tout ça, et ça ne collait toujours pas. Et ce qui manquait, c'était l'environnement. En japonais, on appelle ça l'ikigai. Donc, il y a ce que vous aimez, il y a ce dont le monde a besoin, parce que l'homme, l'être humain a besoin de contribuer. Il y a ce pourquoi vous êtes doué, et reconnaissez-le, je suis doué là-dedans. C'est aussi de développer la confiance en soi. Et ce pourquoi on est payé. Parce qu'on est dans un monde matériel, les éléments qu'on fait, il y a un retour. Et si on a ce qu'on aime et ce pourquoi on est doué, ça devient une passion. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a une satisfaction, mais un sentiment d'inutilité parce qu'on n'est pas dans ce que le monde a besoin. Et puis ensuite, il y a cet élément-là où on est donc entre la vocation et la passion, plaisir et satisfaction, mais on ne peut pas vivre, voilà, on peut peut-être d'amour et d'eau fraîche, mais il y a l'élément matériel. Donc voilà, je voulais juste aussi encore partager ces éléments qui sont quand même capitaux et qui, dans la médecine moderne, doivent faire partie de ça. Vous êtes isolé, on l'a vu pendant le Covid, vous avez des personnes isolées, vous pouvez mesurer dans le système immunitaire, les personnes tombent plus facilement malades. Oui, voilà, on va éviter l'exposition aux germes, tout ça, mais surtout on voit ça chez les personnes âgées, qui sont seules. Tous ces éléments-là, le corps, ou même des personnes plus jeunes, c'est d'être entouré avec les personnes qui vont vous porter, qui vont être bien. Et voilà, donc je voulais juste partager ces éléments pour vous dire que c'est un tout. Il faut vraiment voir l'ensemble. Et la vie, elle peut être tellement meilleure, tellement bonne. Et je redonne un petit exemple que je donne souvent parce que je suis convaincu de ce que je fais. Donc, j'ai la chance d'être avec mon épouse Carole depuis 30 ans. On s'est connus à l'âge de 18 ans. Et quand on a commencé à faire ce shift il y a quelques années, et ça, c'est quelque chose, évidemment, ici à la clinique, on mesure l'âge biologique avec de la génétique. On arrive à voir que l'âge qu'on a réellement, 50 ans, en génétique, on peut être plus jeune ou plus vieux. Mais pour revenir, avec le shift des changements qu'on a fait, on a la même énergie et le bien-être que quand on avait 18 ans. Et c'est quelque chose qui se maintient. C'est par des habitudes à implémenter. Et voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que la vie, c'est comme un petit peu un ressort. Si vous avez trop tiré dessus, soit avec du tabac, de l'alcool ou des mauvaises plantes, bien, en décidant de changer, même s'il y a déjà eu des dégâts, même s'il y a le diabète type 2, on peut d'une façon le réverser. Le cholestérol aussi, c'est des changements à petits pas. Vous allez pouvoir améliorer votre qualité de vie, améliorer ces éléments. C'est le message que je voulais passer. Excellent, et je suis tout à fait d'accord avec toi, Igor. S'il s'agit de moi, je mettrais, mais d'ailleurs, je la mettrais sans problème, l'état émotionnel, la gestion d'émotions et stress, tout en haut, au-dessus de tout, tu vois, comme valeur. Et c'est vrai, c'est comme je disais tout à l'heure, le son d'être des êtres d'émotions et la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos émotions. C'est prouvé et moi, personnellement, je l'ai expérimenté. Maintenant, avec ma formation dans le coaching, je me suis libérée, je me sens plus épanouie, j'ai plus de problèmes d'allergie, j'ai plus de problèmes d'inflammation et tout ça. Je me sens cette vitalité qui est élevée que j'avais jamais. Moi, c'est l'inverse. Moi, avant, moi, j'ai l'énergie maintenant de 20 ans, alors qu'à 20 ans, j'avais pas cette énergie. J'avais une énergie, enfin, une vitalité de 60 ans, je dirais. Bien sûr, donc, bien sûr. C'est vraiment le socle, c'est vraiment, et tu as très bien fait de le relever, c'est le noyau, c'est l'ADN. C'est vraiment apprendre à gérer ses émotions, à gérer son stress, à gérer, voilà. Et avoir de dire que la vie est belle et d'amener du fun, apporter et contribuer, être avec les gens, à inspirer aussi avec le sourire, rien que le sourire.
apparemment, ça envoie des signaux au cerveau Bien et sûr. ça apaise tout de suite. Et le parasympathique qui réagit, et ça calme tout de suite. Donc, et c'est un acte d'amour envers soi et envers l'autre. On sourit et c'est tellement agréable. Donc, si on expérimente ça et on voit que ça fait des effets positifs, bah, pourquoi revenir en arrière? Bien Voilà. sûr. En tout cas, c'est passionnant, mais je remarque que je n'ai même pas vu passer l'heure, hein. On est déjà presque à 1 heure et demie. Euh, C'est Peut-être, passionnant, ouais. Anastasia, C'est est-ce passionnant, c'est passionnant, ouais. c'est passionnant. C'est l'occasion de peut-être faire encore un webinaire, une discussion Complètement. Avec plus en grand plaisir. détail. Anastasia, est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Il y a juste une dame qui a dit que c'est très intéressant. Ah, Pas de magnifique. questions ce soir. Bon, bah, si jamais, vous pouvez toujours les renoter. Donc, Anastasia, ce webinaire sera en replay, hein, c'est juste. Oui, oui, oui. Et donc, soit chez Myriam ou vous pouvez aussi aller sur Clinique Suisse TV, qui est une chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager. Là, donc il Il y a sera de la valeur, il y a du contenu, il y a de la valeur, oui. voilà. Vraiment. Et puis en tout cas, merci beaucoup, Myriam. Je dis du fond du cœur, c'était très touchant de passer. Merci à toi, c'est un honneur. Tu rayonnes, voilà. Tu as beaucoup Toi de. aussi, Et vraiment. puis, Merci. bah, on vous dit à bientôt, hein? Avec grand plaisir. Prenez soin de vous surtout, voilà, et bonne fête. Et à Oui, bientôt. à bientôt. Merci Bye. beaucoup.